Rayonner. S'émerveiller. Découvrir. Apprendre. Rire. Créer. S'émouvoir. Rencontrer. Vibrer. Embrasser. Chanter. Aimer. Illuminer. Rêver. Expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. Je suis trop contente aujourd'hui d'accueillir Serena. Hello! Pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter comme tu le souhaites? Ok, du coup moi c'est Serena, j'ai 24 ans, j'ai aussi un podcast à cœurs ouverts depuis bientôt 4 ans. Je fais des événements aussi, j'ai créé un jeu de cartes que j'ai vendu et après que j'ai arrêté et que je compte recommencer à vendre l'année prochaine. Trop bien. Et je fais tout plein de choses aussi dans la vie, mais c'est trop long à résumer. Oui, on va rentrer tellement dans le deep après. Quelque chose qui me passionne, en ce moment je suis très passionnée par le scrapbooking, j'adore ça, c'est vraiment mon truc en ce moment. Mes qualités, je dirais que je suis très créative, très avenante. En défaut, je dirais que un peu procrastinatrice, mais ça vient peut-être de mon perfectionnisme, je sais pas. Ok, nickel. Écoute, si ça te dit, je te propose de choisir une première Allez, carte. let's go, je vais aller sur celle-là. Qu'est-ce que tu dirais à la toi enfant ? Ça commence fort. C'est totalement le genre de question que je me pose tout le temps. Donc, alors, si on parle de vraiment la moi qui est enfant, vraiment gosse, je lui dirais continue comme ça, t'as le droit de rêver, c'est bien que tu rêves et que t'as envie de faire plein de choses parce que tu peux totalement le faire. Continue d'être cette boule d'énergie et tout, qui est hyper ouverte au monde, qui est hyper curieuse, qui a envie de faire plein de choses parce que ça va payer et ça va rester et tu vas faire plein de choses dans la vie. Et puis continue de croire en toi, continue d'avoir confiance en moi parce que j'ai le souvenir d'une enfant qui a extrêmement confiance en elle, qui est extrêmement à l'aise, qui veut faire plein de choses et qui les fait. J'ai l'impression que plus je grandis, plus je redeviens cette version de moi hyper confiante, qui fait plein de choses, qui va faire plein de choses. Donc je pense que c'est ce que je dirais. Ok, wow, tu m'as soulevé trop de questions. La première, c'est est-ce que tu penses du coup que la confiance en soi, c'est quelque chose qui peut être inné? Honnêtement, oui. Je pense qu'elle peut totalement être innée. En tout cas, moi, je pense qu'elle a été innée. Je dirais que mes parents, en soi, m'ont aussi donné beaucoup confiance en moi parce que à chaque fois que je voulais faire un truc, ils me laissaient le faire. J'avais l'espace, en gros, d'être l'enfant que je voulais être, sans trop de limites. Mais j'étais aussi une fille, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'ai grave grandi avec Disney Channel, etc. Et moi, j'ai grandi avec Hannah Montana, Phenomen Raven et tout. Et c'était mes exemples et je voyais qu'elle faisait plein de choses. C'était ça que je voulais être un petit peu entre guillemets, et je pense que dans ma tête c'était impossible que j'y arrive pas. De tout ce que je voulais faire dans ma tête, c'était forcément réalisable par rapport à tous les modèles que j'avais, à tout ce que je voyais, et je pense que ça peut totalement être inné. Après, je pense que ça fluctue parce que quand j'étais enfant, j'avais énormément confiance en moi. En arrivant à l'adolescence, ma confiance en moi, elle a disparu totalement. Et elle a recommencé à arriver que ces dernières années, tu vois. Et c'est à cause de, je sais pas, de commentaires qu'on a pu te faire ou juste de l'adolescence qui est telle qu'elle est? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les commentaires aussi que j'ai eu au début de mon collège et tout. Et j'avais souvent, Serena, tu fais trop de bruit, Serena, tu parles trop fort. Et même sur mon physique, j'ai eu pas mal de commentaires aussi qui ont fait que la confiance que j'avais en moi, elle a totalement disparu et que j'ai dû reconstruire après du coup le collège et le lycée, parce que je pense que je me rendais même pas compte que j'avais pas confiance en moi. Pour moi c'était juste, je me renfermais sur moi-même de manière totalement je sais pas, normale, logique, je sais pas, et c'est que en grandissant, qu'en quittant cet univers là que je me suis rendu compte que finalement j'avais pas du tout confiance en moi et que c'était à rebâtir, et ça m'a pris énormément de temps de le faire parce que je pense qu'il y a des périodes où je pensais que j'avais confiance en moi et la réalité était tout autre parce que je dépendais quand même vachement du regard des autres. J'ai construit ma confiance en soi au début par rapport à ça, par rapport aux commentaires qu'on a pu me faire, et il y a que depuis, je dirais bien 2-3 ans, que celle que je suis et ma confiance en moi, elle est bâtie que sur moi, que sur ce que je suis. Oui, parce qu'en fait, quand t'as confiance en toi, ça veut dire que le regard des autres n'a plus aucun impact. Je pense que le regard des autres a toujours un impact, mais il est moins présent qu'avant, et je pense qu'il est différent. Dans le sens où là, je me dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me juger parce que, c'est la vie, tu vois. Mais c'est plus dans le sens où, peu importe ce qu'ils vont dire, je vais quand même le faire. Je vais quand même être qui je veux parce que c'est leur avis extérieur sur moi, sachant que certaines personnes ne me connaissent pas, ou peut-être ne me connaissent plus parce que c'est peut-être des gens que j'ai connus au collège et lycée. Mais entre la Serena qui avait 14, 15, 16 ans et la Serena qui va avoir 25 ans, il y a aucun rapport, tu vois. Et je laisse pas, en gros, la peur de
ce jugement-là influencer qui je veux être et ce que je veux faire. On est des humains et le regard des autres, quoi qu'on dise, il est là et il compte. La nuance, c'est comment est-ce que tu le prends et comment est-ce que tu le gères. Moi aussi, je pense que je me suis fait une réflexion, c'est que ceux qui ont des traumas par rapport au regard des autres, notamment à l'adolescence, c'était une période où le regard des autres était vraiment extériorisé, c'est-à-dire que les gens, ils avaient aucune honte de dire les choses, même de les penser en fait. En fait, les gens, maintenant, ils font un peu leur vie, genre... je pense qu'il y a moins, déjà, ils le diront moins, et en plus, ils le penseront moins, parce que... En fait, je pense que quand tu es hyper consciente, entre guillemets, du regard des autres, tu te dis, mais ils vont avoir un avis, et machin, ça te fait peur. Et plus tu grandis, plus tu réalises qu'en fait, tout le monde s'en fiche. Tout le monde vit littéralement sa vie de son côté. En fait, ce que j'essaye de me dire, c'est que oui, je suis le personnage principal de ma vie, mais je suis pas le personnage principal de la vie des autres. Ils sont eux-mêmes leurs personnages principaux. Moi, ce que je suis, ils s'en fichent. Vraiment, ils s'en fichent. Peut-être que ils vont regarder de temps en temps et tout. Et puis en plus, on a l'impression que ça sera toujours hyper négatif ce qu'ils vont dire, mais pas forcément. Tu sais pas en fait ce qu'ils pensent. Et moi, je prends mon exemple. Parfois, je tombe sur des choses que les gens avec qui j'étais au collège et lycée font, et je me dis, c'est trop cool. Cette personne, elle fait ça. C'est trop cool qu'elle ait réalisé ça. Et ça va jamais être, c'est trop nul, c'est trop ringard, je m'en fiche. Enfin, c'est trop, je ferai jamais ça. Ou la honte, tu vois. On pense toujours que ça sera toujours négatif, etc. Parce que l'être humain, je pense, est formaté pour voir plus le négatif que le positif et pour accentuer le négatif, alors que pas forcément. Moi, j'ai plein de gens avec qui j'étais au collège, au lycée, qui finalement sont tombés sur mon podcast et tout ce que je fais, et finalement viennent me dire, alors qu'on se parle pas du tout et tout, que c'est trop cool, ça m'a grave aidé, machin, alors que moi, j'aurais jamais cru que ces personnes-là, ils pensent ça de ce que je fais, tu vois. Donc c'est toujours plus gros aussi dans ta tête que dans la réalité, et les gens n'ont rien à faire. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que je pense quand même que quand on a un projet, parce que moi je suis comme toi, quand je vois quelqu'un qui a un projet, je trouve ça trop génial, peu importe que le projet, mais il m'intéresse pas du tout. Il y avait une meuf dans ma licence, elle faisait du crochet. Je fais pas du tout de crochet, mais je trouvais ça trop chouette en fait, parce qu'elle a de la créativité, elle fait quelque chose, elle a un truc qui la différencie. Moi je trouve ça génial en fait, peu importe ce que c'est, même si ça me parle pas. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens qui ont pas de projet, par exemple, ils font que leurs études ou ils font que leur travail, je pense qu'ils ont moins ce côté soutenir les projets d'autrui, parce qu'ils savent pas à quel point c'est dur, quoi. Oui, c'est clair. Quand j'ai commencé mon podcast, déjà quand j'ai commencé, j'en ai parlé à personne, c'était vraiment en secret pour tout le monde, à part juste moi et mon frère et ma soeur. J'ai vraiment dit à personne. T'attends à ce que tes amis et les personnes à qui tu tiens repartagent et te donnent beaucoup de force et tout. Et je dis pas que j'en ai pas eu, et mes amis ont grave repartagé mes projets, etc. Mon frère, ma soeur et tout. Mais peut-être, je m'attendais à peut-être plus de soutien. Et le soutien là, que j'ai pas forcément eu de mes amis, je l'ai vachement eu de personnes random, entre guillemets, sur internet, qui eux aussi ont des projets, qui ont aussi eu des podcasts et machin. Et enfin, moi, quand j'ai commencé mon podcast, il y avait personne qui avait de podcast, parce que c'était pas encore, j'ai pas envie de dire trendy, mais c'était pas encore hyper présent en France, tu vois. Et quelques mois plus tard, il y a eu cette vague-là de personnes qui ont lancé leur podcast. On était tous et toutes des petits podcasteurs, et on s'est tous et toutes suivis, et même toi, du coup, je crois. Ouais, voilà, on s'est toutes et tous suivis, et il y a eu cet entrain-là que j'ai trouvé super bienveillant déjà, et super beau à voir. Quand t'es dans le truc, tu te rends compte des galères, que c'est pas juste poster un épisode, t'as l'idée derrière, t'as le montage, t'as la promotion, t'as tellement de choses à prendre en compte, et ce travail-là, de l'extérieur, il est pas forcément valorisé. Les gens, ils voient pas ça, ils voient pas tout ça, ils voient juste un épisode sur une plateforme, et c'est tout, alors que derrière, il y a énormément de travail, et je pense qu'il y a que des gens qui ont des projets, qui font la même chose que toi, qui peuvent comprendre, et qui peuvent te donner autant de force que t'en as besoin, tu vois. Et je leur en veux plus trop, enfin, je pense que je leur en ai jamais voulu, même de pas avoir été présent comme je l'imaginais, parce que ils comprennent pas. Dans tous les cas, ils sont là, même si c'est pas le soutien que j'aurais espéré avoir, ils ont quand même été présents, ils m'ont quand même soutenu, et c'est ok finalement. Enfin, c'est pas eux de faire tout le travail, mais je trouve ça très vrai ce que tu dis, et je trouve ça très mignon la manière dont des personnes qui te connaissent pas du tout mais qui ont un projet partagent et te donnent la force. C'est hyper mignon. Bah écoute, tu peux prendre une autre carte. Ok. Allez, je prends celle-là. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que toutes les filles sachent à 20 ans? C'est une super question. Plein de choses en vrai, j'aimerais qu'elles sachent plein de choses, parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Tu rentres dans la vingtaine, on te dit que ça va être la meilleure partie de ta vie, qu'il faut la vivre à fond, que tu vas faire plein de choses, et c'est vrai, mais on ne se prévient pas de tout ce qui vient, enfin les remises en question, tout ce que tu dois recommencer, tout ce que tu dois apprendre. Tu deviens aussi une adulte, tu vois, et c'est une période hyper compliquée. Moi je pense que c'est à la fois extrêmement bien, mais en même temps extrêmement compliqué, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Ce que je dirais pour englober tout ça à toutes les filles,
filles de 20 ans, déjà, c'est totalement ok de recommencer, c'est totalement ok de se tromper et c'est totalement ok de changer. Je pense que je résumerai ça en ces 3 points. On grandit dans un monde où on voit forcément tout plein de réussites, tout plein de gens qui réussissent, tout plein de gens qui font plein de choses. On voit pas forcément des gens qui essuient des échecs, on voit pas forcément des gens qui recommencent tout à zéro. En fait, c'est juste humain de partager que le côté positif et pas forcément le négatif, mais pour arriver à toutes ces réussites et machin, il y a plein de choses derrière. D'un point de vue extérieur, on dirait que je gère grave bien ma vie et tout, que je fais plein de choses. Et c'est pas faux, mais derrière, je me remets genre tout le temps en question. Au début de l'année, c'était horrible comment je me suis remise en question, comment j'ai tout stoppé pour tout recommencer, pour tout remettre en place. Et ce sont des choses qu'on voit pas forcément parce que c'est pas joli entre guillemets à montrer ou en tout cas t'as pas envie qu'on voit ça de toi. Ça fait totalement partie de la vie forcément et du deal, et que tu peux recommencer autant de fois que tu veux, tu peux changer autant de fois que tu veux, et tu peux surtout te tromper, faire des erreurs, etc. Ça n'a rien de grave, on dit, mais tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe, sinon on serait pas qui on est finalement et on n'apprendrait rien. C'est sûr que si en fait, l'entendre c'est une chose, l'entendre plusieurs fois c'est encore mieux. Et après, pas le comprendre, mais le savoir, c'en est une autre. Moi, j'écoute du contenu comme ça et tout, et ça fait grave du bien. Mais arriver dans cette situation, ça a été assez dur, tu vois. Même si je pense que écouter ce genre de discours, ça a fait que le processus de remise en question et d'acceptation de l'échec a été beaucoup plus rapide et beaucoup moins stressant. Du coup, j'ai une autre question, c'est est-ce que tu as des exemples concrets, sans forcément rentrer dans les détails si t'as pas envie, d'un échec, t'as eu du mal au début à accepter qu'en fait c'était ok, et après comment t'as fait? Moi j'ai été diplômée en avril 2024, je crois. J'ai commencé à chercher du travail, sauf que moi je suis dans un secteur bouché et je voulais pas faire autre chose parce que quand je regarde autour, il y a rien d'autre qui me passionne à part ça. Et je suis quelqu'un de très têtu où même si on me dit Serena, réoriente-toi, ouvre machin, je dis non, je vais pas faire un truc dans lequel je me sens pas heureuse, dans lequel je suis pas bien, et je sais que c'est ce que je veux faire. Donc je me suis obstinée à rester dans ce secteur-là et à trouver un travail dedans. Sauf que j'y suis échec sur échec sur échec. Je passais tous les processus pour un job et à la fin on me disait oui Serena, t'as pas cette expérience, t'as que des stages et machin. Outre tous les échecs que j'ai déjà vécu, celui-là il a été plus dur parce que je voyais toutes les personnes autour de moi, mon frère, etc. Parce que j'ai un frère jumeau, donc on a un peu le même timing. Je le voyais avoir son job, je voyais mes amis trouver un job. Et moi, j'étais là, et c'est pas que je faisais rien, parce qu'effectivement, j'ai mon podcast et j'ai d'autres activités à côté, mais j'avais besoin de ça pour ma sécurité financière. Je dépendais encore de mes parents, et ça, c'était un truc que je voulais absolument pas, parce que je me disais, si j'ai un job, je peux subvenir à mes propres besoins. Et le fait d'avoir 24 ans, d'être diplômée, de pas réussir à trouver de travail, de dépendre toujours de mes parents, ça a été extrêmement dur. Et au début de l'année, parce que moi je vais avoir 25 ans dans 2 semaines là d'ailleurs, ça a été extrêmement dur parce que j'ai accumulé tout ça. C'est un moment où j'ai totalement tout abandonné. J'ai abandonné les candidatures, j'ai abandonné le podcast, je me suis juste laissé vivre entre guillemets parce que c'était trop à tout supporter. Et il m'aura fallu une longue conversation avec ma mère qui m'a dit Serena, j'ai l'impression que t'es en train d'abandonner, alors que je peux me reprocher pas mal de choses, mais j'estime que je suis quelqu'un d'hyper résiliente dans la vie. Mais là c'était vraiment un moment où il y avait tellement de choses qui allaient pas, on venait de me virer entre guillemets de mon appart et etc. que j'en pouvais plus, tu vois, et j'en ai parlé à personne, c'est-à-dire que personne n'était au courant à part mes parents, mon copain et ma meilleure amie. C'était les seuls au courant parce que j'acceptais pas en fait d'essuyer entre guillemets autant d'échecs, pas de travail, plus de logement, tout recommencer un petit peu à zéro. Et puis au niveau de mon podcast, j'avais l'impression que je savais plus trop où aller, tout stagnait entre guillemets, donc c'était très compliqué de supporter tout ça, tu vois. Et donc je me suis dit écoute, là Serena, genre pose les armes, juste c'est pas grave, tu peux stopper quelques semaines, quelques mois, le monde il s'arrêtera pas de tourner et je pense que personne ne t'en voudra honnêtement. Et donc j'ai vraiment pris le temps de pleurer, j'ai beaucoup pleuré de m'arrêter, de prendre 2-3 mois, d'avoir cette conversation avec ma mère en avril dernier qui m'a permis de remettre les pieds en selle et juste de commencer tout doucement à mon rythme. Et aujourd'hui je suis grave reconnaissante d'avoir entre guillemets vécu ça parce que ça m'a permis de remettre mes priorités au clair, de savoir ce que je voulais vraiment, de juste être plus organisée et plus claire et pas juste voir le négatif parce que je voyais que le négatif, mais il y avait aussi beaucoup de positifs sur le côté. C'était vraiment ce début de l'année, tous ces échecs-là accumulés qui ont été extrêmement durs à vivre. Tout est en même temps. Ouais, c'est dur. Hein. C'est lourd, ouais. Écoute, tu peux choisir une autre question. Allez, let's go.
Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que j'adore les cookies. Ouais, j'adore ça. C'est mon truc préféré au monde. Je crois que j'en mange tout le temps. À chaque anniversaire, on me demande ce que je veux, je dis des cookies. Je m'en fiche du reste, je veux juste des cookies. Genre, juste offrez-moi des cookies par pitié. Donc, ouais, je dirais suis désolée, ça. en plus, je le savais, j'aurais dû te faire des cookies. Non, pas du tout. Pas du tout. Le banana bread, c'est très bien. J'adore ça. Mais ouais, je pense que c'est. Bon, je dirais pas la chose à savoir sur moi, mais que pour me décrire, il y a beaucoup qui diraient Beyoncé, cookies et podcast. Voilà. Et créativité. J'aurais pu dire ça. Voilà, tu vois. Pour une autre question. Allez. Les sœurs. J'aime bien les planches de sœur. Quand quelqu'un s'éloigne de moi, je pense que A, je ne suis pas assez bien. B, il, elle a ses raisons, mais ça me blesse. C, je préfère devancer, disparaître d'abord. D, c'est la vie, je lâche prise, même si ça me pique. On peut répondre plusieurs trucs. Bah oui. Je pense que je suis entre le B et le D. Il, elle a ses raisons, mais ça me blesse. Et D, c'est la vie, je lâche prise, même si ça pique. Si je vois qu'une personne s'éloigne, je vais pas m'éloigner encore plus de la personne. Ouais. Je vais essayer de voir ce qui se passe, genre lui envoyer des messages, etc. Et si je vois que la personne n'est pas réceptive, je vais juste dire elle a ses raisons, et si elle veut pas me les expliquer, je vais pas forcer, et c'est pas grave. Oui. Et j'avance. Après oui, c'est vrai que la question, ça amène plein de réponses parce que ça dépend de ta relation avec la personne. Ça dépend si toi aussi t'as envie de la laisser partir ou pas. Exactement. Moi, ça m'a fait penser à une amitié récente qui est un peu en train de... Enfin, non, qui s'est terminée du coup, mais qui s'était pas terminée parce qu'on s'est disputé ou il y a un truc grave qui s'est passé. Que ça s'est juste terminé parce que déjà on commençait vachement à s'éloigner au début de l'année. J'ai essayé de lui envoyer à cette personne quelques messages, mais il n'y a rien eu. On s'est expliqué un petit peu vite fait parce qu'il y a eu plein de quiproquos apparemment, mais ça n'a pas forcément arrangé entre guillemets les choses. On a continué à s'éloigner. J'ai remarqué que cette personne-là, on partageait plus forcément les mêmes valeurs, on pensait pas aux mêmes choses, etc. On n'avait pas la même vision des choses et on s'est juste éloigné. Et c'est une personne que je pense j'aimerais toujours parce qu'on a partagé plein de choses et c'était une personne qui comptait et qui compte. Je pense encore à l'heure actuelle beaucoup pour moi. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est pas parce que j'aime une personne et qu'elle compte pour moi qu'elle doit forcément rester dans ma vie. Parfois, je pense qu'il faut juste s'aimer à distance et comprendre qu'il y a des choses qui sont faites pour se terminer. C'est dur. C'est très dur. Franchement, ça a été une amitié hyper dure à lâcher parce que c'est vraiment, vraiment une personne qui compte pour moi et qui a été vachement présente dans les moments extrêmement durs de... Je pleure, mais fais abstraction. Ça va ? Désolée. Je pleure tout le temps, mais même quand je suis heureuse. C'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de waouh, ce qu'elle a dit, c'est. Ok, d'accord. Ça m'a touchée. Ok, d'accord, désolée. J'ai voulu me rattacher à cette amitié parce que c'est vraiment une personne qui a été là dans des moments hyper durs, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup soutenue aussi dans plein de mes projets, qui m'a dit Serena, tu peux le faire, etc. Et voir cette personne s'éloigner, ça m'a fait. Je vais pas te dire que ça m'a pas blessée parce que ce serait mentir. Je pense que je suis une personne qui, plus elle avance, plus elle prend du recul. Et je me dis que je peux pas garder dans ma vie des personnes qui veulent pas être dans ma vie. Totalement. Et je vais pas être le genre de personne à forcer et à pousser alors que derrière il y a rien. J'ai essayé de lui envoyer à cette personne-là quelques messages sans réponse. Et puis quelques jours après, j'ai appris que elle répondait à une autre amie et que elle se voyait, etc. Et donc je me dis je peux pas forcer, tu vois, c'est dur et c'est une personne qui compte, mais c'est pas grave et on avance quoi. Ouais, je suis passée par là aussi. Ça fait le moment où tu réalises qu'en fait enfin, c'est vraiment fini. Devant toi. Ouais. Enfin, moi je me suis vachement j'ai vachement fermé les yeux, tu vois. Je me suis vachement dit non mais c'est pas ça. Et en fait je voyais beaucoup de gens qui me disaient mais enfin mais Capucine, ouvre les yeux. J'étais là non mais non. Ouais. Quand la réalité te frappe et t'as la preuve concrète que si. Ça fait très mal. Hein. Ça fait très très mal. Les ruptures amicales, ça fait très mal. Hein. Tu vois, moi c'est le contraire. J'ai jamais vécu de rupture amoureuse. En fait, celle-là, je l'appelle pas vraiment une rupture amoureuse parce que on s'est jamais dit que c'était fini. Donc c'était pas vraiment une rupture. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pareil et rupture amoureuse et rupture amicale, ça fait aussi mal. Ah ouais ? Moi je peux pas croire, non. Mais en tout cas, moi, cette rupture amicale, je dirais pas qu'elle m'a pas fait mal, mais en tout cas, elle m'a pas fait souffrir. J'ai pas eu des larmes aux yeux, j'ai pas eu envie de rester dans mon lit pendant plusieurs jours, j'ai pas bougé, tu vois, mais ça m'a fait mal. Mais ça a été plus facile à encaisser que mes ruptures amoureuses. En tout cas pour moi. Non, après je pense que tout le monde est différent, ouais, c'est il ça. met aussi pas le même enjeu. Mais pour moi, je peux pas imaginer que si je me sépare de mon copain, ça fasse mal aussi
aussi peu Ouais. mal. Oui, je vois ce que tu veux dire. En mode, si ça fait mal, mais enfin quand même, Ouais. si je le perds, c'est pas le même délire, Ouais. genre. Je comprends Non mais totalement. coin des doigts, y a pas... Oui, non, t'inquiète. En plus, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, non? Oui, ça va faire 7 ans, donc... Voilà. ouais. Y a pas de raison que ça s'arrête. Il est parti ce matin. Ok. On a passé genre une semaine, c'était trop fun. Ah, On a trop fait que mignon. rigoler. Ouais. Tous les jours, c'était trop C'était fun. trop mignon. Et t'as accompagné au pop-up Oui. Media Match? Bah, trop bien. Mais il est venu pour ça. Trop chouette. Ah, c'est trop mignon. C'est dire. En plus, je pensais qu'il allait jamais dire oui, parce qu'il est pas du tout Ouais. dans ça. Et en fait, à la base, j'étais censée y aller avec Eva, du coup. Ok. Ma meilleure amie, si vous avez regardé le premier épisode. Sauf qu'Eva s'est fait opérer. Et Hmm. rien de grave, vous inquiétez pas, Eva va bien. Et du coup, j'étais un peu là en mode, bon, bah, je vais pas le faire toute seule, tu Bah vois. oui. Et du coup, je lui ai dit, et j'étais là, bon, il va jamais dire oui. Et en fait, il m'a dit, bon, bah, ok. Oh, trop mignon. Trop bien. Je tire votre carte? Allez, Ok, top. Comment est-ce que tu progresses? Elle est hyper large. ouais. Comment est-ce que je progresse dans mes projets, personnellement, etc. Je me suis jamais vraiment posé la question en plus. Comment est-ce que je progresse? Je pense que je vais peut-être parler d'un point de vue personnel. Ouais. Là, je progresse en faisant beaucoup d'introspection Ouais. et en étant surtout seule. Je suis quelqu'un qui introspecte, je sais pas si c'est vraiment un mot, mais en tout cas qui introspecte, introspecte beaucoup. Je suis tout le temps en train de me demander pas comment m'améliorer, mais et pas comment devenir une meilleure personne, parce que je crois pas au être une meilleure version de soi-même. Non, Je pense j'aime pas que du tout. t'es très bien comme tu es et t'as toujours plein de possibilités de t'améliorer, oui, mais là, à l'heure actuelle, tu es tel que tu es, c'est très bien. Mais par exemple, là, ces derniers temps, j'ai décidé que je voulais être une meilleure... J'ai pas envie de dire meilleure personne parce que ça n'a aucun sens, mais une meilleure inconnue, entre guillemets, dans la rue, où par Ouais. exemple, ça va m'arriver parfois de voir une maman seule avec sa poussette et en fonction de mon humeur, je vais l'aider ou ne pas l'aider. Et bah là, j'ai décidé que j'allais aider à chaque fois que je vois une maman seule avec sa poussette, l'aider à monter les Dans marches le du métro. ouais. Parfois, j'ai pas envie de laisser ma place à des personnes parce que je suis fatiguée, je rentre du travail et tout. Mais là, du coup, j'ai décidé que j'allais le faire à chaque fois. Des choses comme ça, tu vois. C'est des décisions que je prends personnellement et que j'essaye d'appliquer pour, entre guillemets, progresser dans l'humain que je veux être au quotidien. Donc, je pense que je dirais que c'est ça. C'est des petits défis, entre guillemets, ou des petites choses que je remarque de moi et sur lesquelles je travaille au quotidien. Non, mais après, la question, tu peux la prendre de tellement de manières. Enfin, oui, comme tu dis, déjà, professionnellement ou personnellement, oui. Oui, Non, mais ouais, ta c'est réponse, elle est clair. grave chou, j'adore. J'allais sur celle-là, Ali. Qu'est-ce qui t'inspire? Il y a plein de choses qui m'inspirent. La vie, de manière globale, m'inspire beaucoup. J'observe beaucoup les gens dans la rue. J'observe beaucoup ce que les gens ils portent, comment ils se comportent, comment ils se parlent. Et c'est hyper inspirant. Je suis une personne qui écrit beaucoup. Et je m'inspire beaucoup de ce que je vois pour écrire. Et je dirais que ça c'est l'une des choses qui m'inspire beaucoup. Juste pas la vie, mais les humains. Je trouve que les humains sont vachement intéressants dans ce qu'ils font, même sans s'en rendre compte. Des choses qu'ils vont faire, des mimiques, etc. Je les trouve vachement intéressants. Dans les conversations que j'entends ou bien que j'ai, parfois je suis invitée à des anniversaires, je connais pas forcément tout le monde et tout le monde a un peu ses conversations, chacun et chacune de son côté. J'écoute les conversations de chaque personne et même parfois quand je fais des événements, je fais des after-work et machin, il y a des filles qui sont là et qui parlent d'un truc, il y en a d'autres qui parlent d'autres choses et je trouve ça vachement inspirant dans la vie de voir tout ça et ça m'inspire beaucoup. Je dirais très bateau, mais Beyoncé. Fallait que je la place quelque part, désolée. Mais... et pas pour sa musique, parce que j'adore sa musique, oui, mais en tant que personne, même si je ne la connais pas du tout, mais c'est vraiment une relation très parasociale, mais de ce que je sais d'elle, c'est une personne qui est vachement travailleuse, tu vois. Elle a vraiment, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a bossé pour avoir sa carrière. À chaque fois que tu vas entendre un artiste parler d'elle, l'artiste va te dire que c'est grave une bosseuse. Même ses danseurs et ses anciens managers, etc. vont toujours te dire ça. Tous ces documentaires poussent ce discours-là. Après, peut-être que c'est son image de marque, mais même quand tu vas à ses concerts, tu vois tout le travail qu'il y a derrière, la scénographie et même elle, comment elle chante et machin. Son éthique de travail m'inspire beaucoup. Parce qu'il y a plein de moments où tu es démotivé dans la vie, dans la journée, où tu n'as pas envie de faire plein de choses. Mais elle, tu as l'impression qu'elle est tout le temps motivée, elle a tout le temps envie de travailler et quand elle travaille, genre, elle se donne à fond. Elle donne tout ce qu'elle a et elle donne tout ce qu'elle a surtout pour les choses qu'elle aime. Et c'est ça qui m'inspire au quotidien dans mes projets personnels, l'éthique de travail de Beyoncé. Et puis j'ai juste envie de dire, la moi enfant aussi m'inspire beaucoup. Parce que à chaque fois je pense à, comme j'ai dit, sa confiance en elle et puis tous les rêves qu'elle a envie de réaliser et puis tout ce qu'elle avait envie de faire et tout ce qu'elle faisait. Ça m'inspire au quotidien et plus le temps passe, plus
plus je tends à être cette version de mon enfant en étant adulte, tu vois, mais en reprenant tout ce qu'elle avait qui a été laissé à l'abandon à l'adolescence, et je trouve ça trop chouette. Quand tu dis que t'écris beaucoup, et du coup aussi tout à l'heure tu disais que t'es beaucoup dans l'introspection, est-ce que tu aurais des conseils pour se mettre à écrire? Quelles questions on peut se poser? Combien de temps on le fait? Quand? Comment? Moi, je dirais toujours qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire, parce que la plupart du temps, les gens ils pensent que quand tu dis que tu écris dans ton journal, c'est que tu es hyper poétique et que tu écris des super jolies phrases et machin. Alors oui, ça m'arrive, mais la plupart du temps, c'est vraiment juste moi qui raconte ma journée, où j'ai vu ça, j'ai fait ça et machin. Et je pense que c'est un bon départ, juste d'écrire ta journée, par exemple. Le prompt, ça peut être qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et ça peut être un truc tout banal du aujourd'hui, je me suis levée, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis restée au lit devant une série parce que j'ai envie de faire ça. T'as pas besoin de faire un truc exceptionnel pour écrire. Ça peut être un autre truc du genre comment est-ce que je me sens là maintenant. Je me sens apaisée, je suis heureuse, j'ai réussi à faire ci, ça aujourd'hui. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et à chaque fois qu'on me pose la question, je me dis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose à écrire. C'est toi qui dis ce que tu as envie. L'écriture, en tout cas le journaling, moi je le vois comme poser tout ce que tu as dans la tête sur le papier et pas le garder en tête. T'accumules tellement de pensées tous les jours que parfois c'est juste bien de déposer ça sur le papier et juste de passer à autre chose et après le relire, c'est hyper drôle parfois. Je dirais juste commencer par raconter ta journée et tu te rends pas compte, mais en racontant ta journée, il y a forcément des choses qui vont plus te marquer que d'autres et sur lesquelles tu vas beaucoup plus développer que d'autres et ça te fera, je sais pas moi, 1, 2, 3 pages. Moi parfois j'écris pendant 10 minutes et parfois j'écris pendant 1 à 2 heures, tu vois. Ouais. Ça dépend vraiment des moments. Faut pas rendre la chose hyper sérieuse, tu vois, faut juste aller à son rythme. Moi il y a des moments où j'écris pas pendant un mois, des moments où je vais écrire pendant une semaine non-stop, 2 semaines non-stop, tu vois. Ça dépend vraiment. C'est vrai que quand j'étais dans le matin, j'aime bien écrire. Et je crois que c'était hier, j'étais là et je prends mon stylo et j'étais là en mode en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre mon carnet c'est pour parler de ce qui va pas et en fait j'ai pas envie et j'ai vraiment écrit ça, j'ai vraiment écrit en mode voilà. Je suis obligée de trouver des problèmes. Parce qu'on a vachement assimiler l'écriture et le journaling à extérioriser des choses qui vont pas bien. Enfin, quand tu vas pas bien, par exemple, t'es hyper stressé, tu vas parler de tout ce qui te stresse ou t'as vécu une rupture, tu vas parler de ta rupture. On n'assimile pas forcément le journaling au fait de juste exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Tu vois, moi, je me suis rendu compte que j'écrivais vachement le négatif et que je savais pas écrire le positif. Je savais pas écrire tout ce que je faisais de bien ou tout ce qui m'arrivait de bien. Il y a quelques années, je me suis forcée aussi à écrire les belles choses que je vivais et qui m'arrivaient. Et donc, chaque mois, ce que je fais maintenant, c'est que j'écris tout ce que j'ai aimé dans le mois, tout ce que j'ai aimé faire dans le mois, tout ce que j'ai aimé écouter, etc. Et c'est une belle façon aussi, je sais pas moi, quand j'aurai 40-50 ans, que je relirai ces journaux et je me dirai, à ce moment-là, j'ai grave aimé ça et je trouve ça trop chouette. Finalement, peut-être que la prochaine fois que j'écrirai, j'essaierai pas forcément d'écrire sur moi ou sur ma vie, mais sur mes pensées. Je sais pas, peut-être que je pourrais écrire un jour, je suis hyper inspirée par ça, mais un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure en fait, parce que je pense que je te rejoins beaucoup sur ça. Moi j'adore les humains, je trouve ça trop... en même temps, si on fait des podcasts aussi, je pense qu'il y a un lien. Je pense que t'es plus extravertie que moi, enfin plus sociable que moi. Enfin, c'est l'impression que tu donnes en tout cas. Je sais, mais je sais pas. Je peux avoir du mal dans un groupe au début, voilà. Après, une fois que je suis dedans, je suis hyper sociable et tout. Et en plus, c'est pas forcément vrai ce que je dis parce que parfois je suis hyper sociable et parfois je ne suis pas du tout. Selon si au moment où je vais à l'endroit, genre je me dis en mode ça va ou ça va pas. Mais ça, je vais être genre fermée, genre personne ne parle plus, rien ne sort de moi. Ou alors je suis genre la mec qui fait rire tout le monde. J'ai un ami qui a trouvé un terme à ça, je crois que c'est extravertie sélective. Dans le sens où tu vois l'énergie et en fonction de l'énergie, tu vas donner toi ton énergie, celle qui te paraît bien sur le moment. Il y a des cercles où je vais arriver, où je vais sentir que je peux être à l'aise et je dis pas que je serai 100% moi-même, hyper joviale, etc. Mais j'aurai plus de facilité à prendre de la place et à parler. Il y a d'autres cercles où je vais arriver, où je vais sentir que l'énergie, elle me convient pas, où je vais être extrêmement renfermée et je vais rien dire. Donc je pense que c'est peut-être ça. Mais écoute, c'est très flatteur, je vais le garder comme ça. Vaut mieux grave. Les trucs à sa sauce. Grave. Peut-être que la prochaine fois j'écrirai ce que je pense et pas forcément ce que je vis pour que quand je le relise, je me dise je pensais ça. Et il y a quelque chose que je fais et qui est trop bien, c'est que j'ai un carnet où je n'écris dedans qu'une fois par an les mêmes questions. Hyper intéressant. Et d'abord le début c'est que je fais un peu un bilan de ma vie. Et alors c'est pas du tout ni en septembre ni en janvier, c'est
vraiment autour de mon anniversaire en mars. Ça n'a aucun rapport avec mon anniversaire d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est vraiment un moment random, mais en même temps, c'est le début du printemps et moi, ça me correspond beaucoup mieux comme renouveau que janvier où je suis pas du tout dans mon énergie, j'avoue. Je comprends totalement. Du coup, je mets par catégorie, je mets genre études, amitié, couple, famille, enfin bref. Et ensuite, je mets comment tu vois ta vie dans le futur. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours trop de projets. En fait, ça me permet de voir, punaise, ah oui, genre il y a 3 ans, j'imaginais que ma vie elle allait être comme ça et tout. Et je pense que c'est aussi quelque part assez rassurant parce que en fait, je vois que tous les ans ça change. Tous les ans, j'ai pas eu juste, mais alors pour certains c'est hyper flippant. Mais moi j'adore. Enfin, j'en parlais avec ma soeur la dernière fois et ma soeur elle a hyper peur de tout ce qui est nouveau. Alors que moi, tout ce qui est nouveau, ça m'excite de ouf. Genre, je trouve ça génial. Et donc, j'aime bien relire et me dire, oula, genre il y a un an, t'étais. Ils en est passé des choses. N'importe quoi. C'est fou comment on change en un an, hein, c'est dingue. Je trouve ça hyper fou. Et toi, je te pique l'idée. Mais fais-le, genre, c'est trop bien. Après, c'est long. Hein, oui, ça prend du temps, mais c'est toujours très bien. C'est trop chou. Du coup, je prends notre carte. Oui. Le soleil, il m'attire parce que j'adore les soleils, mais allez, je prends ça. 3 mots pour me décrire qui tu es quand personne ne regarde. Je sais qu'on me décrit jamais comme ça, mais calme. Je sais que tu demanderas à tous mes amis, à toutes les personnes qui me connaissent, il y a personne qui te dira que je suis une personne calme. Par définition, je suis quelqu'un qui va rire et qui va rire fort et qui va... Enfin, je prends de la place, je pense, quand je suis avec mes amis, etc. Mais quand je suis toute seule, je suis vraiment très très calme, très posée, très... Voilà, il n'y a pas de bruit chez moi, il n'y a pas de son, j'aime quand tout est calme, j'adore ça. Très anxieuse, parce que quand je suis toute seule, je pense à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me stressent, qui me paniquent, et c'est en continu, donc très anxieuse. Je pense pas que les gens autour de moi, ils savent ça parce que c'est quelque chose que je garde beaucoup pour moi, cette anxiété-là. Et en 3e mot, j'ai envie de te dire chanteuse. Parce que je suis pas du tout chanteuse, mais je chante beaucoup. Pas que dans la douche, quoi, mais même quand je serai en train de faire une tâche et tout, je serai en train de chanter. Quand je serai sur mon ordinateur, je serai en train de chanter. Donc j'ai envie de dire chanteuse. Allez, je me l'accorde. J'adore. Tu peux en prendre au moins une ou deux. Ok, allez, je prends le soleil parce que... il y a encore le soleil qui arrive. Portrait chinois. Si j'étais une peur que j'essaie d'apprivoiser, je serais... C'est pas forcément la peur de vieillir, c'est pas forcément la peur de l'échec, mais c'est la peur de ne pas être ce que j'ai envie d'être dans le futur, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses que j'imagine pour moi et que j'aimerais vachement que ça se réalise. Et j'ai peur de pas réussir à accomplir ce que j'ai en tête pour moi dans le futur et comment j'imagine ma vie. Ça fait du sens? Ah mais oui, parce que en fait on se ressemble tellement que ça en est trop blanc, je te jure, à chaque fois que tu parles, j'ai l'impression que c'est un livre ouvert. Après, moi j'ai en plus l'angoisse de pas profiter. Du coup je pense que ça va avec, c'est le truc, enfin pas, non c'est pas profiter, c'est de pas en faire assez. Ouais. Et du coup, je pense que ça va avec, genre, j'ai tellement de rêves, d'idées, que ça m'angoisse de me dire que potentiellement je vais pas y arriver. Ça, c'est c'est dur, c'est hyper stressant. Je comprends totalement parce que c'est totalement ma vie tout entière. Moi aussi, je suis dans ce truc de j'en fais pas assez, je pourrais en faire plus. Et après je me dis, mais Serena, à quel moment est-ce que tu vas faire plus? Parce que tu fais tellement plein de choses que tu peux pas faire plus que ce que tu fais. T'as que 24 heures dans une journée, tu fais plein de choses, ton cerveau il est tout le temps partout. Tu peux pas faire plus, mais c'est difficile aussi de pas se dire que t'en fais assez parce que t'as toujours envie de plus. Mais en fait, je pense que c'est cette personnalité-là, encore une fois, qui c'est pas moi. Moi, j'ai l'impression de tout le temps, genre la dernière fois, j'appelle ma mère et je lui dis, maman, je vais apprendre le coréen. Oh, trop bien. Ouais. J'ai appris à lire c'est génial. Okay. Voilà, je comprends pas ce que je lis, mais j'arrive à le lire, à déchiffrer plutôt. Et ma mère, elle me dit, mais tu peux pas t'arrêter un peu. Genre, elle me dit, mais tu te rends compte de tout ce que tu fais déjà? J'étais là, ouais, mais c'est génial. Ma mère, elle me fait la même réflexion parce que du coup, là, j'ai commencé à bosser il y a quelques semaines. Et moi, le truc qui est hyper bien, c'est que j'ai la semaine de 4 jours. Donc, je bosse du lundi au jeudi et vendredi, samedi, dimanche, je suis en week-end. Et elle me dit, mais du coup, c'est le week-end, tu te reposes? Je fais, non, j'ai 2 enregistrements de podcast, je dois faire ci, ça pour mes événements. Elle me fait, oui, c'est vrai. Beaucoup de choses quand même. Il y a plein de choses. Et c'est oui, parce que je pense que quand t'as plein de rêves et quand t'as plein d'ambitions et tout, c'est important d'y aller parce que c'est ça aussi qui t'anime, tu vois. C'est ça aussi qui te rend heureuse. Enfin, moi, je vois, c'est beaucoup de travail, hein. On va pas se cacher, c'est beaucoup de travail, mais ça me rend tellement heureuse de faire tout ça
que oui, à la fin de la journée, je suis fatiguée, et oui, je me suis pas reposée du week-end parce que je bossais, et donc au lundi, je repars au travail, et quand je rentre, je suis sur mon podcast, etc. Mais je changerai pas ça parce que c'est tout ce qui me rend heureuse. Et je bosse dessus, oui, parce que je veux atteindre des objectifs, mais aussi parce que là, sur le moment, ça m'anime et ça fait celle que je suis, tu vois. Bah totalement. Est-ce que toi, à terme, t'aimerais que ton podcast, ça soit ton activité principale? Ouais, j'aimerais grave que mon podcast soit mon activité principale. Ça l'est un peu déjà, enfin c'est déjà une activité parce qu'il est monétisé, mais il me rapporte pas autant pour gagner ma vie et pour être bien, tu vois. C'est mon rêve ultime et je donnerais tout pour que ça arrive, tu vois. Moi j'aimerais trop, mais moi je suis pas monétisée, donc forcément... Bah ça va venir, t'inquiète pas. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est tellement dur. Ouais. C'est tellement de travail, c'est tellement de... Enfin, moi, ça fait 4 ans que je fais ça, tu vois, et je gagne toujours pas ma vie avec, et c'est pas grave, c'est pas pour ça que j'ai commencé. Mais c'est tellement une passion, et j'aimerais tellement donner corps et âme et esprit, tout donner pour ça, tu vois, que j'aimerais trop que ça devienne mon gagne-pain, entre guillemets. Mais je sais que j'y arriverai, ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Oui, bah en plus, tes événements, ils ont grave du succès. Oui. Ton jeu de cartes aussi, de ce que j'ai vu, c'est grave cool. Et d'ailleurs, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait ton jeu de cartes, tu vas le vendre? Non, c'était pire que ça. C'était il est disponible où? Oui. C'est là. Alors, comment te dire? Mais tu comptes pas le monétiser? Bah, je sais pas, à l'heure actuelle, je sais pas. Si oui, il faut que je le reprenne. Parce que moi, je trouve qu'il est grave bien. Oui, en plus, je l'aime trop, mais j'ai regardé les prix de production. Ça coûte très cher. Bah, en fait, c'est même pas rentable le truc. Pas du tout. Moi, je te dis, j'en ai fait 100 exemplaires. En plus, c'était en précommande. Tout ce que j'ai gagné, ça allait, du coup, produire le jeu de cartes, plus payer l'URSSAF. Mais voilà. Parce que du coup, j'ai contacté la fille qui m'avait dit ça, je l'ai contactée en lui disant est-ce que tu pourrais me dire, toi, combien tu serais prête à mettre pour que j'ai une idée de, vu que t'es la cliente potentielle que je connais pas, t'es vraiment parfaite pour me dire. Et elle m'a dit entre 15 et 20 euros. J'ai dit déjà, c'est une belle somme, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas réaliste. Hein. Mais c'est pas réaliste. Au vu du prix que ça coûte, c'est pas du tout réaliste. Non, parce que c'est 16 euros les coûts de production, sans compter la TVA, sans compter les frais de livraison, sans compter leurs frais de livraison à eux. Ouais, voilà. Moi, je suis toujours en train de trouver un moyen de comment je vais faire pour être un minimum rentable en faisant ça, tu vois. Mais en fait, j'étais choquée. Enfin, là, le jeu, vu que je l'ai acheté un seul exemplaire et les frais de livraison, j'en ai eu pour 40 euros, je crois. Ouais. J'étais là, mais comment des très cher. Sachant que c'est moi qui ai fait tout le truc, c'est du carton. Hein. C'est que l'impression qui a coûté 40 euros. Enfin, après, je suis hyper fière du truc. Oui, c'est très beau. Et après, je comprends que c'était trop mignon quand elle m'a dit ça serait trop cool d'aller voir avec mes copines et tout. J'étais là. Les gens, ils aiment bien ça. Hein. Enfin, ça crée de belles conversations. Donc, d'ailleurs, j'ai mon meilleur ami qui m'a envoyé un message à l'issue du premier épisode qui m'a dit faudrait que tu te prennes en vacances. Du coup, j'en prends une dernière. Ouais. Allez. Ça me fait de la peine pour toutes les cartes qui sont pas choisies. 1 minute pour me raconter une honte dont tu peux rire aujourd'hui. J'ai pas de honte. Ah, waouh. Il y a rien qui me vient en tête. C'est fort ça. À chaque fois on me dit tout le temps qu'est-ce que t'aimerais effacer dans ta vie, ta pire honte, et j'ai jamais rien parce que je me souviens pas de moments où j'ai eu grave honte au point de m'en souvenir toute ma vie et au point que ça a forgé la personne que je suis, ou ça m'a permis de me construire, donc non. C'est fort, bravo. Ouais, mais non, il y a rien que j'aimerais effacer ou quoi. C'est beau, hein. Il y a encore un paquet de questions signature, donc c'est pas fini. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, un truc dont tu aurais aimé parler et on n'a pas eu l'occasion? Non, je crois qu'on a un peu fait le tour. J'ai adoré les questions, vraiment, je les trouve vraiment très très bien. Merci. Ça permet grave de réfléchir parce que j'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là, tu vois, du côté de la personne qu'on interviewe et machin, et à qui on pose des questions. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça m'a permis de me poser ces questions-là et je trouvais grave bien. Voilà. Merci. Donc, ça me fait trop plaisir. Bravo pour ce jeu de cartes, vraiment très très bien. Merci. Où est-ce que tu voudrais qu'on oriente les auditeurs? J'irai sur mon podcast. Il est un peu sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Pas sur YouTube parce que j'ai une peur bleue de me voir. Je sais pas comment expliquer, mais c'est fou parce que je poste des vidéos sur internet pratiquement tout le temps. Mais je trouve que le format YouTube, c'est différent, tu vois. C'est vraiment toi pendant plusieurs minutes à monter. Et moi, je sais que déjà, rien que ma voix, ça m'insupporte. Mais alors, assimiler la voix et l'image, et pourtant, je me trouve très jolie, hein, c'est pas ça le problème, mais je n'y arriverai pas. Ah ouais. Mais du coup, sur toutes les plateformes de streaming,
Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Et le compte Instagram aussi qui sera dans la description, comme d'habitude. Est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais écouter à ce micro? Ouais, de fou. Alors j'en ai 2 si ça te va. J'ai une amie qui a aussi un podcast, mais qui est pas... Enfin, elle a un compte Instagram, un podcast, whatever. Mais c'est pas non plus très, très alimenté. Et je la trouve extrêmement intéressante dans sa manière de penser, dans sa manière de voir les choses. Et extrêmement, j'ai pas envie de dire mature, mais très inspirante. Je pense qu'elle se rend pas compte, mais elle est très inspirante. Elle s'appelle... son compte s'appelle En podcast épicé. Okay. L'indigné épicé, j'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est aussi une podcastrice, voilà. Et c'est Océane du podcast Il était une fois, qui a un podcast, oui, qui se pose plein de questions, qui a plein de remises en question. Et je pense que ce genre de questions, ça lui ferait du bien d'y répondre, je pense. Ok, voilà, c'est ce que je dirais. Trop bien. Je prendrai note quand je réécouterai. Du coup, on va passer à la lettre de l'invité. Yes, j'ai hâte. Eva, vraiment bravo, je te le redis, parce que ta lettre, elle est juste trop mignonne, genre. Est-ce qu'il faut que je la lise à haute voix? Oui. Ok. En principe. Allez. Cher invité, profiter de la vie, ce n'est pas forcément faire de grands voyages ni accomplir les exploits les plus fous. C'est la ressentir dans les instants les plus simples, là où tout paraît banal, mais où tout est déjà là. On croit trop souvent que vivre pleinement, c'est atteindre quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en réalité, c'est d'abord apprendre à se trouver soi et à savourer ce qui existe déjà. C'est aussi oser sortir de la logique, dévier du chemin tracé, briser la routine, écouter les voix les moins rationnelles de ton esprit, celles qui te soufflent une envie folle, un élan sans logique apparente. Elles paraissent déraisonnables, mais ce sont souvent celles qui te conduisent vers ce qui a réellement du sens pour toi. C'est encore refuser de croire que la réussite se mesure à ce que l'on montre et enfin accepter que ton bonheur vient de l'intérieur. Parce que goûter à la vie, ce n'est pas seulement cocher de grandes cases ou courir après des rêves immenses. Et puis il y a le regard des autres. Ils possèdent ce pouvoir absurde de cacher une existence, alors même qu'il vient souvent de personnes dont tu n'envierais pas la vie. Leur jugement ne bâtit rien, et ta roue ne doit jamais être guidée par des opinions fondées sur une vie qui ne t'appartient pas. Les rêves, aussi grands soient-ils, ne tombent pas du ciel. Ils se construisent patiemment, pas après pas, à travers 1000 petites étapes. Ce sont elles, ces victoires minuscules mais bien réelles, qui finissent par ouvrir la porte des accomplissements immenses. Alors n'abandonne rien, et permets-toi d'être pleinement toi-même. Pour être totalement honnête, j'écris cette lettre en pleine conscience et en accord avec mes idées. Mais la vérité, c'est qu'il est toujours plus facile d'obéir que d'affronter ses propres choix. C'est magnifique, bravo Eva. Elle a vraiment écrit une lettre magnifique. Elle est trop belle. C'est très beau, vraiment tout ce qu'elle a dit, c'est hyper vrai. Et ça me parle beaucoup. Et je la relirai, genre je pense plusieurs fois. J'adore, vraiment j'adore. Bravo Eva. Et merci du coup, je suis trop contente d'être tombée sur sa lettre, genre vraiment. J'ai hâte de lire la tienne. Bah écoute, moi aussi. Moi aussi. Ce qu'on fait, c'est que Serena n'a pas encore écrit la lettre. Le but, c'est qu'elle prenne le temps, avec ceux dont on a parlé aujourd'hui, d'écrire la lettre pour la prochaine invitée. Moi, je sais qui c'est, mais je ne dirai pas. J'ai hâte de voir. Oui, mais en plus, je t'ai dit ce dont on va parler avec la prochaine invitée. invitée. Oui, tu m'as dit. L'appel, donc peut-être ça peut t'orienter un petit peu. Ouais. Et donc, pour finir, la question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur ? Je pense que vivre la vie dans toute sa splendeur, c'est s'autoriser à être et faire tout ce dont on a envie et tout ce dont on rêve. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux être, à ce que tu peux faire. La seule limite, c'est toi et ton esprit. Et quand tu débloques tout ça, il y a tellement de choses et de possibilités qui s'ouvrent à toi. C'est pouvoir changer quand on a envie de changer, faire ce qu'on a envie de faire, partir là où on a envie de partir, dans la limite du possible, bien évidemment, mais vraiment vivre sa vie comme toi tu l'entends et pas comme tous les gens autour de toi l'entendent. S'écouter vraiment et pleinement pour être et faire tout ce dont tu as envie. Bah écoute, merci. Bah merci à toi Capucine, c'était trop sympa, j'ai vraiment trop aimé. Merci beaucoup. Et merci tout le monde d'être arrivé jusque-là, bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.